Alors, bonjour à tous, bonjour Alice. Vous nous avez demandé le mandat d'analyser et de comptabiliser différents projets mis de l'avant cette année, dont la vente de différentes franchises par Boulangerie Brosseau. Alors, sans plus tarder, Lucie, Chloé et moi-même, Gabriel, allons vous présenter le référentiel comptable choisi, les problèmes comptables que nous avons identifiés, des recommandations en lien avec l'ouverture de nouvelles franchises, ainsi qu'une brève période de questions. Alors, pour ce qui est du référentiel choisi, eh bien, on a choisi les NCECF pour la simple et unique raison que présentement, vous êtes une entreprise à capital fermé. Vous avez d'ailleurs choisi, il n'y a pas plus tard que, dans le fond, au début de cette année, d'ouvrir, de vendre en fait de nouvelles franchises plutôt que de faire un premier appel public à l'épargne et donc devenir une entreprise cotée à la bourse. De plus, la famille tient à garder le contrôle, ce qui fait du sens à ne pas aller sur un marché public. Et de plus, l'un des grands avantages à utiliser les NCECF comme référentiel comptable, eh bien, c'est vraiment la simplicité des méthodes comptables si on compare ça aux IFRS. Donc, pour commencer avec notre première comptable, vous avez commencé à offrir un nouveau service de traiteur qui inclut 3 forfaits et vous avez pris la décision de comptabiliser les produits au moment de la vente. Ici, c'est la chapitre 3400 qui s'applique. Donc, pour savoir s'il faut comptabiliser ces ventes en tant que produit, il faut analyser ces 3 étapes. Donc, il y a une vente d'un service qui doit être comptabilisé si les risques et les avantages sont transférés, si le vendeur n'exerce plus le contrôle et si le recouvrement final au moment de la vente est sûr. Dans ce cas-ci, notre recouvrement est sûr car les produits sont comptabilisés au moment de la vente. Par contre, pour la partie des forfaits en lien avec les services à offrir après le 31 décembre, donc le 1er janvier, le vendeur exerce toujours le contrôle et les risques et les avantages ne sont pas transférés. Donc, l'obligation n'est pas remplie et il faut comptabiliser des produits différés. Donc, dans ce cas-ci, premièrement, avec notre premier forfait fête, il y a un quart, en fait, qui n'est pas encore rempli parce que la partie 24, 25, 31 décembre est remplie. Par contre, on n'a pas encore offert notre service pour le 1er janvier. Donc, 200 $ par forfait, fois les 215 forfaits vendus, fois un quart, ça nous donne un montant de 10 750 $ qui est perçu d'avance. Pour le forfait Noël, c'est 100% comptabilisable en produits. Et pour notre forfait Nouvel An, comme notre forfait fête, mais par contre, cette fois-ci, il y a la moitié qui doit être comptabilisée en avance. Donc, l'écriture à faire, ce serait de diminuer le produit de 20 695 qui correspond à la somme de 10 750 et 9 945 et ainsi de comptabiliser un passif. L'impact net, alors, sur les états financiers, c'est une diminution du résultat net et une augmentation des passifs. Donc, la seconde problématique comptable qu'on a identifiée concerne les nouveaux fours à convection. Donc, présentement, vous louez 20 fours pour vos franchises. Il convient donc d'analyser s'il s'agit d'un contrat de location-acquisition à l'aide du chapitre 3065. Donc, pour qu'il s'agisse d'un contrat de location-acquisition, au moins un des 4 critères suivants doit respecter. Premièrement, il doit avoir présence d'une option d'achat à prix de faveur à la fin du bail. Ici, ce n'est pas le cas. Le bien doit être loué sur 75 % au minimum de la durée de vie utile. Ici, ce n'est pas le cas puisqu'il va être détenu pendant 10 ans sur les 15 ans de vie utile. Et la propriété du bien doit être au preneur au terme du bail. Ici non plus, ce n'est pas le cas. Et puis finalement, le dernier critère, la valeur actualisée des paiements doit être plus grande que 90 % de la valeur actualisée du bien actuel. Ici, ce n'est pas le cas. La valeur actualisée des paiements est de 323 843 $ alors que la valeur actuelle des biens est de 440 000 $. Dans ces frais, il fallait exclure les frais accessoires de 6 000 $ par paiement. Et donc, il s'agit d'un contrat de location-exploitation. Donc, on n'a aucun actif à comptabiliser et les frais de location doivent être passés en charge. Au niveau de l'ajustement, on va devoir enregistrer lors des paiements les frais de location pour 44 000 $, les frais d'assurance et entretien de 6 000 $ et finalement diminuer l'encaisse de 50 000 $. Donc, l'impact net sur les états financiers, c'est une diminution de notre résultat net et une diminution de l'actif. Ensuite, en lien avec la vente de l'ancien four, donc il y a une vente pour 225 $ et on sait aussi que le coût d'acquisition est de 8 700 $, que ça a été acquis il y a 10 ans et qu'on a pris la décision d'amortir sur 15 ans. Est-ce que tu peux retourner en arrière? Oui.
Dans ce cas-ci, c'est notre chapitre 3063 qui s'applique. Donc, il y a une dépréciation si la valeur comptable nette de l'actif est plus petite que la juste valeur. Ici, on sait que notre coût d'acquisition, c'est de 8 700 $ et qu'on l'amortit sur 15 ans. Donc, c'est un amortissement de 580 $ par an. Et ça fait 10 ans qu'on détient le bien. Donc, il y a un montant total de 5 800 qui a été amorti. Donc, notre valeur comptable est de 2 900 $. Donc, au moment de la vente, il y a une perte de cession car on l'a vendu pour 225 $ alors que la valeur comptable était de 2 900. Ici, l'écriture à faire, alors, au moment de la vente, ça serait de débiter notre encaisse, un montant de perte de 2 675 $ et ainsi de décomptabiliser notre immobilisation au montant de 2 900 $. Il faut aussi bien évidemment arrêter l'amortissement au moment de la vente. Donc, l'impact net, c'est une augmentation de notre actif courant, diminution de l'actif non courant et une augmentation des charges. En lien avec les autres fours qui ne sont pas encore vendus et que l'entité a l'intention de les garder à des fins préventives, en fait, il faut aussi, encore une fois, appliquer la NCECF 3063, car il y a un événement, en fait, le fait qu'on a décidé de remplacer ces fours qui amène une doute sur la recouvrabilité de la valeur comptable. Donc, il faut faire un test de recouvrabilité pour comparer la valeur comptable avec la juste valeur. Et il faut aussi mentionner que même si on ne va pas l'utiliser pendant 1 an, il faut quand même continuer l'amortissement car on arrête l'amortissement au plus près de la date de notre vente ou quand l'actif est détenu en vue de la vente, ce qui n'est pas le cas ici car les 7 critères du chapitre 34-75 ne sont pas respectés. Donc, une autre problématique comptable concerne les dons du maire qui ont été effectués, soit les présentoirs à gâteau de 500 $, la trancheuse à pain de 600 $ et un chèque de 5 000 $ qui a été émis à Alice. Donc, il convient d'utiliser le chapitre 3061 puisque pour le présentoir à gâteau et la trancheuse à pain, il s'agit en effet d'immobilisation corporelle puisqu'ils sont utilisés pour la fourniture des biens, soit les pâtisseries, et qu'ils seront utilisés sur plus d'une période. Donc, la comptabilisation initiale doit se faire à la juste valeur marchande du bien. Donc, pour les présentoirs à 500 $, les trancheuses à 600 $. Concernant le chèque à Alice, il ne doit pas y avoir de comptabilisation au niveau des états financiers puisqu'il faut respecter le concept de l'entité. Donc, la recommandation, au niveau de l'ajustement, il va falloir enregistrer nos immobilisations, soit les présentoirs à 500 $, la trancheuse à 600 $ et un produit de don au résultat net de 1100 $. Également, il va falloir amortir nos immobilisations, soit le présentoir et la trancheuse. Donc, l'impact net sur les états financiers, ça va être une diminution de notre résultat net et une augmentation de notre actif. Ensuite, on sait aussi qu'en lien avec un vol de votre secret commercial, vous avez encouru une poursuite contre un employé ainsi qu'une autre pâtisserie. Ici, c'est chapitre 3290 qui s'applique et selon la norme, il n'y a jamais de gain éventuel dans les NCECF, même si c'est très probable de gagner. Dans ce cas-ci, premièrement, ce n'est pas un actif car en fait, ce n'est pas encore contrôlé par l'entité. Et c'est bien un gain éventuel parce que selon un analyste de notre entité, il y a vraiment des fortes chances qu'on va pouvoir récupérer ces montants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est uniquement de comptabiliser en note une description de l'événement ainsi que l'estimation de l'effet financier si évidemment c'est possible d'estimer, ce qui est le cas. L'impact net, c'est seulement une note dans les états financiers. Alors, pour ce qui est maintenant du nerf de la guerre, c'est-à-dire la vente des 13 franchises. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'on a un coût d'acquisition, en fait, un coût de vente de 150 000 par franchise et durant la dernière année, on en a vendu 13. Alors, si on se fie à la norme ou au chapitre, en fait, NOC 2, eh bien, il faut vérifier, il faut comptabiliser les redevances en produits lorsque les 3 critères suivants sont respectés. Premièrement, il faut se demander si le franchiseur a fourni l'essentiel des services prévus au contrat. Donc ici, on n'a pas vraiment une description de chacune des 13 franchises qui ont été vendues, mais on va pouvoir comptabiliser en produit justement les frais de vente de la franchise lorsque le bail aura été négocié par le franchiseur. Aussi, lorsqu'on aura apporté les améliorations locatives si c'était nécessaire. Aussi, le franchiseur, dans le cas présent, selon le contrat, doit fournir le mobilier et l'équipement. Il doit aussi s'assurer que la formation auprès des employés est donnée et qu'elle soit conforme. Et de plus, c'est le franchiseur qui s'occupe de la publicité.
De plus, le deuxième critère qu'il faut analyser, c'est qu'on va pouvoir justement comptabiliser en produit lorsque le franchiseur n'a plus d'obligation de rembourser des fonds en tant que tel, comme par exemple pour ce qui est par exemple de la fourniture des mobiliers et des équipements. De plus, lorsqu'il n'y a plus d'autres conditions à accomplir, on va pouvoir comptabiliser les redevances en produits justement lorsqu'on n'a plus aucune autre condition à remplir, c'est-à-dire lorsque les 5 que j'ai mentionnés plus haut, comme par exemple négocier le bail, la publicité et tout, sont remplis. De plus, lorsque les redevances sont élevées, comme dans le cas présent, parce qu'elles sont de 150 000 et que les redevances, dans le fond, périodiques, donc dans le futur, sont réduites, donc assez faibles, ce qui est aussi le cas présentement parce que nos redevances du futur sont de 0 $ par année, eh bien, on va devoir comptabiliser une partie de la redevance qui devra être imputée justement au produit et le reste devra être reporté. Alors, pour ce qui est des écritures en tant que telles, eh bien, comme je l'ai mentionné, on a reçu l'argent pour 13 ventes de franchises à 150 000 chacun, ce qui fait augmenter notre encaisse évidemment de 1 950 000. Comme je l'ai mentionné, on peut venir comptabiliser en produit en fait le 10e parce qu'on vend les franchises en fait sur une période de 10 ans. De plus, on va devoir venir comptabiliser en produits différés justement la balance. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va devoir venir prendre un autre produit différé pour les stocks qui est lié au prochain problème que je vais vous énoncer dans quelques instants. Alors, pour ce qui est de l'impact net, eh bien, on a une augmentation du résultat net de 195 000 $ et une augmentation des passifs qui n'est non déterminée puisqu'on ne connaît pas vraiment la répartition des produits différés pour les stocks et pour la vente en tant que telle des franchises. Alors, justement, pour ce qui est de la vente des stocks aux franchisés, eh bien, on a remarqué qu'on ne fait aucun profit lorsqu'on vend des stocks aux franchisés. Alors, toujours selon NOC 2, eh bien, si le prix de la vente accordé est inférieur que le prix de vente qu'on aurait accordé à un autre client, donc dans le cas présent, s'il n'y a aucun profit qui est raisonnable, ce qui est le cas parce qu'on ne fait tout simplement aucun profit, on vend nos stocks au coût que l'on a payé, eh bien, on doit reporter une partie de la redevance de l'achat initial. Alors, le montant reporté va devoir couvrir l'excédent du coût sur le prix de faveur pour produire un profit raisonnable. Et encore une fois, on n'a pas les informations pour justement déterminer quel est ce coût. Alors, lors de la vente des stocks, bien évidemment, on peut venir comptabiliser le coût des marchandises vendues ainsi que venir réduire nos stocks. Et on va aussi, à chaque fois qu'on va avoir une vente, on va venir réduire nos produits différés pour comptabiliser des produits qui sont qualifiés comme raisonnables, comme nous dit le faire la norme NOC 2. Alors, l'impact au résultat net, eh bien, on a une augmentation justement de celui-ci et on a aussi une augmentation des passifs pour le cas présent où on n'a pas encore, dans le fond, vendu sur les 10 années nos stocks. Donc, notre dernière problématique comptable concerne les prêts qui ont été accordés à 3 franchisés, soit des montants de 50 000 $ sur une durée de 5 ans et au taux d'intérêt de 10 %. Donc, premièrement, il s'agit d'un instrument financier c'est un contrat entre deux parties qui crée un actif financier pour l'une des parties et un passif financier pour l'autre partie. Donc, il s'agit d'un actif financier puisqu'il donne un droit contractuel de recevoir de la trésorerie. Il convient donc d'utiliser le chapitre 3856. Donc, dans ce cas présent, l'actif financier est détenu en vue de percevoir les fruits de trésorerie contractuels et il doit donc être évalué au coût amorti selon le taux d'intérêt effectif. Donc, la comptabilisation initiale doit se faire à la juste valeur en plus des frais de transaction. Ici, il n'y avait pas de frais de transaction. Donc, l'écriture comptable à faire dans les livres sont actifs financiers au coût amorti de 150 000 à encaisse de 150 000. Donc, l'impact net sur les états financiers est nul puisqu'on a une augmentation de notre actif et une diminution du même montant de notre actif. Donc, au niveau au niveau des actifs financiers qui sont évalués au coût amorti, on doit évaluer les provisions pour perte de crédit et éventuellement une dépréciation au résultat net. Donc, premièrement, il faut identifier si le risque de crédit augmente de manière significative. Donc, pour le prêt 2, il y a eu des remboursements des intérêts uniquement. Et pour le prêt 3, il n'y a aucun paiement qui a été fait pour le moment. Donc, il conviendrait de dire que pour le prêt 3, le risque de crédit a augmenté de manière significative, tandis que pour le prêt 2, l'augmentation n'est pas significative. Lorsque l'augmentation n'est pas significative, l'actif financier la perte de crédit doit être évaluée sur les 12 prochains mois, tandis que lorsque c'est significatif, elle doit être évaluée sur la durée de vie restante de l'actif financier. Pour ce faire, on va évaluer les flux de trésorerie contractuelle actualisés selon le taux d'intérêt effectif
initial, soustrayant les flux de trésorerie actuels qui sont attendus, toujours selon le taux d'intérêt initial, mais nous n'avons pas les informations pour compléter cette écriture. L'écriture à faire dans les livres sera une perte sur variation de crédit à imputer au résultat net à une provision qui diminuera notre valeur nette de notre actif financier. Donc, l'impact net aux états financiers, c'est une diminution de notre actif et une diminution de notre résultat net. Alors, vous nous avez aussi mandaté d'analyser les risques d'ouverture de franchise et de vous donner des recommandations. Alors, le premier risque que l'on a identifié, eh bien, c'est le vol de secret commercial, principalement en ce qui a trait aux recettes. Eh bien, comme vous êtes au courant, vous avez même déjà vécu ce problème puisque, justement, vous avez poursuivi l'un de vos anciens employés qui aurait donné la recette, justement, à un compétiteur. Donc, l'impact, bien évidemment, c'est une perte des parts de marché. Alors, qu'est-ce que l'on recommande à inclure dans vos contrats d'embauche avec vos employés? Eh bien, c'est tout simplement une clause de non-divulgation, par exemple, des secrets des recettes. Un autre, justement, risque que l'on a identifié, eh bien, c'est la perte de contrôle sur la qualité des produits. Bon, comme vous l'avez si bien mentionné, pour vous, l'important, c'est vraiment la qualité et l'authenticité des produits. Donc, c'est vraiment les deux qualités qui vous distinguent de tous vos compétiteurs. Donc, c'est extrêmement important pour vous que, justement, tous les produits soient frais et qu'ils soient de la meilleure qualité possible. Donc, l'impact, justement, si on avait une perte de contrôle sur la qualité des produits, eh bien, ce serait une baisse de l'engouement pour nos produits chez les clients. Et pour ce qui est de notre recommandation, eh bien, on recommande de faire des inspections surprises chez nos franchises pour justement s'assurer de la qualité des produits, de s'assurer qu'ils sont frais et qu'ils répondent à vos normes de qualité, mais surtout s'assurer aussi qu'ils utilisent nos stocks et qu'ils n'utilisent pas d'autres stocks, par exemple, qu'ils auraient commandé à prix réduit chez un fournisseur qui fournit des matières premières de moins bonne qualité. Et pour ce qui est justement de notre dernière analyse de risque, eh bien, qui est le non-paiement de la part des franchisés, eh bien, l'impact, c'est justement une baisse de la rentabilité du franchiseur, dans le fond, de Boulangerie Brousseau. Donc, qu'est-ce que l'on recommande? Eh bien, c'est justement d'augmenter le paiement initial au comptant, de l'augmenter de 25 000, donc le faire passer de 75 à 100 000. Et pour ce qui est ensuite, justement, des rachats possibles des franchises, eh bien, ce serait peut-être une très bonne idée de faire une étude concernant la viabilité de la franchise avant d'accorder soit un prêt ou soit aussi avant de justement racheter la franchise pour s'assurer que les flux de trésorerie que l'on anticipe vont premièrement se réaliser et qu'ils sont suffisants justement pour approuver justement la mise en place d'un prêt ou du rachat d'une franchise. Donc, finalement, vous nous avez demandé de vous faire des recommandations concernant les méthodes pour évaluer la performance des franchisés. Donc, il pourrait être intéressant d'implanter un tableau de bord de gestion équilibré. Donc, au niveau des perspectives clients, vous pourriez faire des sondages de satisfaction et également vous fier sur le nombre de plaintes reçues par les clients pour chaque franchise. Au niveau de la perspective financière, vous pourriez calculer quelques ratios, comme par exemple la liquidité générale pour s'assurer de la santé financière générale de la franchise et également la marge bénéficiaire brute pour vous assurer que la franchise est rentable. Au niveau de la perspective processus interne, comme la qualité est si importante pour vous, il faudrait s'assurer qu'il y a une bonne rotation des stocks pour que les produits soient frais et donc ne pas avoir des pertes en lien avec ça, des pertes autant de clients ou de stocks. Et aussi en lien avec notre perspective apprentissage organisationnel, comme c'est vous qui offrez les formations aux employés, il faudrait faire des sondages pour s'assurer que les formations permettent d'atteindre vos objectifs et que les employés suivent adéquatement les formations. Alors, nous sommes maintenant prêts à discuter avec vous des différents problèmes comptables et à recevoir toutes vos questions dès maintenant.